L'anxiété ne demande pas la permission. Elle s'installe simplement et exige une dose quotidienne d'énergie. Tu peux avoir l'agenda rempli, la maison en ordre, et pourtant ressentir ce tiraillement intérieur, cette pression qui te rappelle que quelque chose, dans un coin de ton esprit, n'est pas sous contrôle. Nous le vivons tous, et le nier ne fait que nous affaiblir. L'anxiété n'est pas un défaut de fabrication, c'est le coup psychologique d'être vivant dans un monde qui ne s'arrête jamais. Mais rester là, piégé dans ce mécanisme d'alerte constante, n'est pas obligatoire. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, empereur et soldat, écrivait chaque soir sur le poids de gouverner un empire, et pourtant trouvait l'équilibre. Épictète, esclave devenu maître, enseignait que la seule chose qui nous appartient véritablement, ce sont nos décisions. Pourquoi eux, face à des menaces réelles, parvenaient-ils à rester fermes, tandis que nous, entourés de commodités, nous sentons fracturés par des peurs invisibles? Il ne s'agit pas d'éteindre l'anxiété, mais d'apprendre à l'utiliser comme un entraînement quotidien pour l'esprit. Ici, personne ne te promet une vie sans sursaut, mais un esprit qui ne cède pas à chaque poussée de la peur. La sérénité n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et si jamais tu t'es senti au bord du gouffre, souviens-toi, tu peux choisir ta réponse, même si le monde insiste pour la provoquer. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Aujourd'hui, tu vas reprendre le contrôle. 1. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. La vérité est dure. Si tu cherches à tout contrôler, tu ne trouveras jamais la paix. L'anxiété se nourrit de cet élan aveugle à vouloir gérer chaque détail, chaque réaction d'autrui, chaque résultat incertain. C'est comme essayer d'arrêter une avalanche avec les mains vides. L'essentiel est d'accepter, même si cela coûte, que la vie n'est pas entièrement sous ton contrôle. La seule partie de l'échiquier où tu as un véritable pouvoir est dans tes décisions, tes actes et la manière dont tu choisis de répondre. Tout le reste, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qui se passe à l'extérieur, échappe à ton emprise, même si ton esprit essaie de te convaincre du contraire. Analyser l'anxiété sous cet angle révèle un mécanisme mental très concret. Le cerveau, dans son désir de te protéger, crée l'illusion que, si tu surveilles tout, tu préviens tout. Mais cette vigilance constante t'épuise, te maintient dans une tension inutile, comme si tu portais un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. La racine de beaucoup de ton inquiétude se trouve là, dans l'erreur d'investir de l'énergie dans ce qui ne sera jamais sous ton contrôle. C'est pourquoi, chaque fois que tu essaies d'anticiper toutes les variables, de prédire chaque résultat, ou de te convaincre que tu peux éviter tout désagrément, l'épuisement augmente et l'anxiété devient ce poids chronique qui te draine jour après jour. La philosophie stoïque a été brutalement honnête à ce sujet. Épictète l'a résumé sans détour. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Cela semble simple, mais le mettre en pratique exige un entraînement mental rigoureux, car l'habitude de vouloir intervenir dans tout est addictive. Elle te séduit avec la fausse promesse de sécurité. Cependant, la réalité est que plus tu t'obsèdes à contrôler l'extérieur, plus tu deviens vulnérable à la frustration et à la peur. La véritable force réside dans le fait de lâcher prise sur ce qui ne te concerne pas et de te concentrer uniquement sur ce que tu peux changer. Tes intentions, tes mots, ton attitude, la discipline quotidienne avec laquelle tu fais face à tes peurs. Cela ne signifie pas résignation ni apathie. Au contraire, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Lorsque tu filtres tes préoccupations et que tu sépares ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu libères des ressources mentales et de l'énergie pour agir là où tu peux réellement faire la différence. C'est un investissement émotionnel intelligent. Tu cesses de gaspiller de la force dans des batailles perdues et tu la concentres sur le renforcement de ton caractère et de ta réponse face à l'adversité. Ainsi, lorsque des situations échappent à ton contrôle, tu ne réagis plus avec panique, mais avec une acceptation active qui te permet de t'adapter et de réorienter tes efforts.
La psychologie moderne confirme ce principe. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, travaille avec l'idée d'identifier des pensées inutiles et de les remplacer par des actions concrètes. Il ne s'agit pas de nier l'inquiétude, mais de la rediriger vers ce que tu peux réellement faire. Ne contrôle pas l'incontrôlable est une phrase emblématique que tu devrais répéter chaque fois que l'anxiété te pousse à assumer des responsabilités qui ne te reviennent pas. L'exercice pratique est simple, mais stimulant. Chaque fois que tu remarques l'inquiétude apparaître, arrête-toi et demande-toi avec une brutalité honnête quelle partie de cette situation dépend de toi. Si la réponse est rien ou très peu, lâche prise. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. Parfois, la seule chose sous ton contrôle est ta respiration, ta posture ou les mots que tu choisis d'utiliser à ce moment-là. Fais-le et comprends ceci, celui qui s'obsède à tout contrôler finit par se perdre lui-même. La sérénité commence lorsque tu acceptes tes limites et que tu prends le contrôle uniquement de ce qui te revient réellement. Lâche prise sur l'extérieur, prends les rênes de ce qui dépend de toi. Là se trouve la liberté. 2. Priorise l'essentiel, ignore le passager. S'accrocher à ce qui est trivial, c'est comme essayer de construire une maison solide sur des montagnes de sable mouvant. Chaque fois que tu donnes de la valeur à ce qui demain n'aura pas de poids, tu hypothèques ton énergie, ton attention et ton temps sur des intérêts qui, à long terme, ne te laissent que vide. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que tout compte de la même manière, que chaque détail, chaque opinion, chaque imprévu mérite ta réponse immédiate. Mais c'est un piège. Ne te laisse pas tromper. L'urgence que tu ressens à essayer de tout englober, à ne manquer aucune notification, à répondre à chaque stimulus externe, n'est qu'un masque de l'anxiété. Ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas un engagement, c'est de la peur déguisée en action. Et cette peur te vole la vie. Si tu n'es pas brutalement sélectif, tu finiras par être esclave de 1000 petites choses qui ne laissent de place à rien d'important. C'est ainsi que le caractère se fracture. Chaque distraction à laquelle tu cèdes est une renonciation silencieuse à ta propre direction. La philosophie stoïcienne ne te permet pas de vivre à moitié. Elle exige que tu filtres, que tu mettes à l'épreuve chaque préoccupation, chaque désir, chaque impulsion. Demande-toi sans pitié, est-ce essentiel ou n'est-ce que du bruit? Si tu as du mal à le distinguer, c'est que tu t'es habitué à survivre dans la confusion, à te déplacer poussé par l'urgence et non par la clarté. L'anxiété se nourrit de ce manque de hiérarchie interne. Quand tout semble urgent, rien n'est important. Et c'est le piège que tu paies le plus cher. La vie ne te donne pas un temps infini pour corriger le cap. Chaque moment investi dans l'insignifiant est un temps perdu pour ce qui pourrait vraiment transformer ta vie. Les petites préoccupations se multiplient comme des intérêts sur une dette. Plus tu les paies, plus elles grandissent. Il ne s'agit pas d'attendre que le moment parfait arrive pour te concentrer sur l'essentiel. C'est une autre forme d'auto-tromperie, une autre excuse élégante pour ne pas prendre de décisions inconfortables. Tu choisis ce qui est important ou l'anxiété le choisit pour toi. Lorsque tu priorises le passager, tu deviens l'otage de l'agenda des autres, des caprices de l'environnement et de tes propres insécurités. Veux-tu vraiment vivre ainsi, à la merci de ce qui n'a pas de valeur réelle? Le stoïcisme est un filtre, pas une cage. Il te demande de couper sans pitié ce qui n'ajoute rien, de déclarer la guerre à la dispersion, de ne pas négocier avec l'intranscendant. Si cela te fait mal de lâcher quelque chose, demande-toi si cette douleur vient de l'habitude ou d'un besoin réel. La plupart du temps, l'attachement n'est que la peur de rester les mains vides. La psychologie moderne a prouvé que l'esprit, lorsqu'il est saturé de stimuli non pertinents, perd sa capacité à se concentrer profondément. Il devient superficiel, réactif, anxieux. C'est pourquoi, chaque fois que tu choisis une préoccupation inutile plutôt qu'une action qui compte, tu t'entraînes à la faiblesse, à la dispersion, à l'épuisement chronique. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus calmes et les plus fortes sont celles qui, avec le plus de rigueur, éliminent l'inutile et se concentrent sur ce qu'elles veulent construire.
La sérénité n'est pas d'être calme à l'extérieur, c'est avoir un système interne de priorités si solide que rien de trivial ne l'effondre. Personne ne va te donner de la clarté. Tu dois l'arracher de force. Chaque jour est un choix entre le poids de l'essentiel et le bruit du passager. Celui qui ne choisit pas l'important finit par céder à l'urgent. C'est la vérité inconfortable. Si tu ne décides pas toi-même où va ton énergie, le chaos le fera pour toi. Alors sois impitoyable avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit, dans ton agenda, dans tes conversations. L'anxiété ne se vainc pas avec de jolis mots, mais avec des décisions brutales et courageuses. Priorise l'essentiel, ignore le passager. Cette discipline est le muscle qui soutient une vie pleine de sens. 3. Habite le présent avec pleine conscience. Tu t'arrêtes devant le feu rouge. Tu consultes ton téléphone pour la 5e fois en moins d'1 minute. Sans t'en rendre compte, ton esprit a déjà sauté de la conversation en attente à un problème de travail, puis à ce que tu as dit lors de la dernière réunion, à l'erreur que tu as commise il y a 3 jours. Et en un instant, il se projette vers tout ce qui pourrait mal tourner demain. Le corps est immobile, mais à l'intérieur, il y a une fuite constante d'attention, un saut compulsif entre ce que tu ne peux pas changer et ce qui n'est pas encore arrivé. C'est le piège le plus courant de l'anxiété. Elle te vole la capacité d'habiter le moment. Elle t'entraîne à vivre comme si tu étais piégé entre ce qui n'existe plus et ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent devient un lieu de passage, jamais une résidence. Et, pendant ce temps, la vie réelle te glisse entre les doigts, invisible, car tu n'y es jamais vraiment. Si tu es honnête avec toi-même, tu reconnaîtras que tu expérimentes rarement le présent avec intensité. Ton esprit, entraîné par des années d'urgence et de préoccupations anticipées, est devenu une machine à fabriquer des scénarios. Il vit en lançant des avertissements, en révisant des erreurs, en répétant des conversations non dites, en collectionnant des peurs au cas où. Cette hyperactivité mentale semble, en théorie, une forme de protection, mais en pratique, c'est juste une source inépuisable d'épuisement. Tu deviens prisonnier d'une vigilance interne qui ne se repose jamais. L'ironie est que plus tu t'efforces de ne pas perdre le contrôle, moins tu as de contrôle sur ce qui compte vraiment. Ton état de présence, ta façon d'être ici et maintenant. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit que nous devons nous concentrer comme si chaque acte était le dernier de notre vie. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une discipline. Cela signifie arrêter le pilote automatique et assumer avec une honnêteté radicale que le seul moment où tu peux influencer, sentir, décider et construire quelque chose d'authentique est l'instant que tu vis. Tout le reste est spéculation, mémoire, projection. L'anxiété prospère précisément parce que tu la laisses s'installer dans les marges du présent, dans ce terrain mental où il n'y a jamais de certitude, seulement des fantômes de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Vivre dans le présent n'est pas une fuite de tes problèmes, ni un acte de naïveté, mais un entraînement délibéré. C'est une façon de couper le cycle de l'anticipation et du regret, de résister à la tentation de te perdre dans ce qui n'existe pas. Chaque fois que tu détectes que ton esprit se disperse, que l'attention se fragmente, ta tâche est simple mais exigeante. Revenir encore et encore au point de contact avec la réalité. Cela peut être la sensation de tes pieds sur le sol, le rythme de ta respiration, le son de ta propre voix lorsque tu parles. Ces détails, si simples qu'ils semblent souvent insignifiants, sont les ancres qui te ramènent au présent. Ne les sous-estime pas. La psychologie moderne, avec tout son arsenal de techniques, a validé ce que les stoïciens pratiquaient il y a des siècles. La pleine conscience, le fameux mindfulness, n'est pas juste une mode passagère. C'est l'outil le plus direct pour désactiver la machinerie de l'anxiété. Lorsque tu parviens à être complètement dans ce que tu fais, même si c'est laver la vaisselle ou écouter quelqu'un sans planifier la réponse, la peur perd de sa force. Elle ne peut pas se nourrir d'un instant que tu habites pleinement. L'anxiété ne survit pas dans le présent.
C'est la phrase que tu dois te rappeler. Habiter le présent est une rébellion contre l'inertie mentale, un acte de résistance quotidienne. N'attends pas de te sentir prêt, la vie ne va pas ralentir pour que tu puisses te mettre à jour. Chaque fois que tu choisis d'être ici et maintenant, tu entraînes le muscle de la sérénité. L'attention est ta ressource la plus précieuse. Investis-la avec discipline, sans concession. Ne te permets pas de vivre comme un touriste dans ta propre existence. Le présent n'est pas une salle d'attente, c'est le seul endroit où tu peux être vraiment libre. 4. Renforce ton esprit face à l'inconfort. Je ne vais pas te mentir, chaque fois que je ressens de l'inconfort, la première chose qui apparaît est la tentation de fuir. Je le sens dans mes épaules qui se tendent, dans mes mains qui cherchent à se distraire, dans mes yeux qui parcourent la pièce à la recherche de quelque chose qui promet un soulagement immédiat. Et bien que je sache que fuir l'inconfort ne fait que l'amplifier, mon instinct naturel est de me protéger, de chercher refuge dans de petites distractions, des excuses élégantes pour ne pas affronter ce qui me serre la poitrine. Je sais que je ne suis pas le seul. Personne n'aime rester immobile face à ses peurs, au vide laissé par une perte, au silence d'une attente inconfortable. Mais là, précisément dans cet espace étroit où personne ne veut rester trop longtemps, c'est là que la véritable force mentale se forge ou s'effondre. Il n'y a pas de raccourci. Si tu continues à fuir, tu deviens plus faible. Si tu restes même une minute de plus que ce que dicte l'inconfort, tu entraînes un muscle que presque personne ne veut travailler, la résilience. Observe quelqu'un résistant au froid sans manteau ou marchant sous la pluie quand tout le monde court se mettre à l'abri. Regarde ce geste tendu de celui qui dit non quand on lui demande quelque chose qu'il ne veut pas faire, même s'il craint de décevoir. L'inconfort a des formes physiques, une respiration contenue, des pieds qui ne cessent de bouger, un regard qui esquive le conflit. Nous sommes des créatures conçues pour éviter la douleur, mais nous avons aussi la capacité brutale de la supporter, de choisir de rester un peu plus au bord de l'inconfort et de découvrir là qu'il ne nous détruit pas. Les stoïciens ont compris cela mieux que quiconque. L'inconfort volontaire n'est pas du masochisme, c'est un entraînement. Sortir marcher à jeun, prendre des douches froides, renoncer volontairement à de petits plaisirs, s'exposer à la critique ou au silence sans chercher une approbation instantanée. Chaque petite difficulté que tu choisis d'affronter est un investissement. Tu gagnes en force mentale, tu réduis la peur de perdre et surtout, tu te prouves que tu peux tolérer bien plus que ce que ton esprit anxieux insiste à te rappeler. L'anxiété grandit dans la fantaisie que tu ne pourras pas résister à l'inconfort. Elle se nourrit de la croyance que si quelque chose te dérange, tu dois l'éliminer immédiatement. C'est le truc qui te garde faible. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces le message que tu ne peux pas supporter la douleur. C'est pourquoi l'inconfort volontaire est l'antidote. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour elle-même, mais de t'exposer délibérément à de petites doses de difficulté et de rester là, sans chercher des échappatoires rapides. C'est ainsi que tu prouvais, de manière concrète et réelle, que l'inconfort est passager, que l'esprit exagère le danger, que ta capacité de résistance est bien plus grande que ce que tu imagines. Regarde comment changent les personnes qui font cela régulièrement. Il y a une différence dans la posture. Les épaules tombent moins, le regard est un peu plus ferme, le ton de la voix tremble moins face à l'incertitude. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat accumulé de centaines de petites batailles gagnées contre l'urgence de fuir. Renforcer l'esprit face à l'inconfort est le vaccin contre l'anxiété chronique. Tu ne peux pas contrôler ce qui vient, mais tu peux te préparer à y résister. Quand tu entraînes le muscle de la résistance, tu cesses de craindre l'inconfort parce qu'il n'est plus inconnu. Tu l'as ressenti, tu l'as traversé et tu es sorti de l'autre côté. La peur se rétrécit quand tu la regardes en face. C'est la phrase que tu devrais tatouer dans ta mémoire. N'attends pas le moment parfait pour t'exposer à ce qui te dérange. Fais-le aujourd'hui, même par de petites actions. Reste une minute de plus dans le silence inconfortable. Affronte cette conversation difficile. Sors sans le manteau supplémentaire. Éteins l'écran et supporte l'ennui.
Chaque fois que tu choisis de ne pas fuir, tu construis la preuve de ta force. Aucun discours motivant ne remplace cette preuve tangible que tu peux résister. La force mentale n'est pas l'absence d'inconfort. C'est l'habitude de le traverser les yeux ouverts. Si tu fuis aujourd'hui, tu fuiras toujours. Si tu résistes aujourd'hui, demain, tu auras moins peur. Entraîne-toi à l'inconfort. C'est là que se trouve le calme que tu cherches tant. Voici le principe stoïque de la raison comme encre. Épictète le disait de manière brutalement claire, ce qui se passe ne t'affecte pas, mais le jugement que tu fais sur ce qui se passe. Si tu acceptes cela comme une prémisse, chaque pensée automatique devient une invitation à être remis en question, et non une sentence de mort. L'anxiété explose précisément dans cet espace. Lorsque tu crois sans filtre le pire de chaque situation, lorsque tu gobes la narration catastrophiste que ton esprit fabrique en pilote automatique. Le mécanisme est prévisible. Un inconfort apparaît, la pensée « cela va mal se passer » surgit, le corps répond par une tension et le cycle se renforce. Ne pas remettre en question cette première pensée est l'équivalent psychologique de laisser la porte ouverte pour que n'importe quel intrus entre et décide pour toi. Si tu cherches la liberté mentale, tu dois devenir le gardien de tes propres jugements. La psychologie moderne, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, l'a systématisée en une méthode: identifier, questionner et remplacer. Il ne suffit pas de détecter que tu as une pensée négative. La prochaine étape est de la soumettre à un examen critique. A-t-elle des preuves réelles derrière elle ? Est-ce la seule interprétation possible, ou n'est-ce qu'un reflet automatique de ton insécurité ou de ta fatigue ? La plupart des pensées anxieuses ne résistent pas à une analyse honnête. Lorsque tu les examines avec distance, elles cessent d'avoir ce poids absolu. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Cette phrase, aussi simple qu'inconfortable, devrait être tatouée dans ta mémoire. L'esprit est expert en distorsion, en anticipant des problèmes qui se concrétisent rarement, en amplifiant la peur jusqu'à la rendre inévitable. Si tu ne questionnes pas, tu deviens l'otage de ce mécanisme. La clé est d'introduire une pause délibérée entre le stimulus et la réponse. C'est là que se joue ta liberté intérieure. Chaque fois que tu te surprends avec une pensée angoissante, arrête-toi, nomme-la, observe-la et ose la mettre en doute. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de distinguer entre ressentir et croire aveuglément. Une pensée n'est pas une condamnation, c'est une proposition que tu peux accepter ou rejeter. C'est la différence entre réagir et répondre. Lorsque tu entraînes ce filtre mental, l'anxiété perd de sa force, car elle n'a plus le terreau fertile de l'automatisme. Tu commences à répondre depuis la raison, pas depuis la peur. Remettre en question tes pensées automatiques est un acte de discipline. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas immédiat, mais c'est la seule façon de briser le cycle de l'anxiété chronique. L'interprétation est optionnelle, la réaction entraînable. Ne reste pas à la surface de ton esprit. Examine, défie, choisis. La sérénité ne vient pas en éliminant les pensées négatives, mais en apprenant à ne pas leur obéir aveuglément. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. C'est la ligne qui marque la différence entre une vie dominée par l'anxiété et une vie guidée par la raison. 6. Accepte la réalité et agis avec intention. La réalité ne va pas te demander la permission. Ce qui se passe, que cela te plaise ou non, et aucune résistance mentale ne modifiera un seul fait inévitable. C'est enfantin de penser que ta colère, ta plainte ou ton déni vont freiner ce qui est hors de ton contrôle. La vie ne négocie pas avec tes attentes, et ce jeu d'essayer de forcer les choses à être différentes ne fait que t'enfoncer davantage dans la frustration. Tu ne veux pas l'accepter parce qu'accepter ce que tu ne peux pas changer te laisse nu, sans excuse, sans le réconfort facile de blâmer les autres ou le destin. Mais cette résistance absurde est la source directe de ton anxiété. S'accrocher à ce que tu ne peux pas modifier est le sabotage le plus coûteux. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds ta dignité.
La réalité est neutre. C'est toi qui décides si tu deviens son allié ou son prisonnier. Assez de te raconter des histoires. Tu n'es pas spécial parce que tu souffres plus. Ni ton cas n'est une exception à la loi fondamentale de la vie. Tout le monde porte sa part de l'inévitable. Maladie, rejet, perte, déception. Le véritable problème n'est pas ce qui t'arrive, mais ta ténacité à lâcher ce qui ne peut pas être réparé. Chaque fois que tu te répètes « cela ne devrait pas être ainsi », tu t'enfonces davantage dans la boue de l'impuissance. Personne ne sort de là par accident. Sortir nécessite un acte brutal d'honnêteté. Regarder la situation en face, cesser de négocier avec des fantasmes et accepter que ce qui est, est. Il n'y a pas de raccourci émotionnel ni de truc mental qui remplace ce premier pas. Le stoïcisme le résume en 2 mots. Amour fati. Il ne s'agit pas de se résigner passivement, mais de cesser de se battre contre la réalité et de commencer à l'utiliser comme point de départ pour ce que tu peux réellement faire. C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent acceptation et défaite. Ils ne comprennent pas qu'accepter n'est pas se rendre, mais cesser de gaspiller de la force dans l'inutile. Lorsque tu oses accepter ce que tu ne peux pas changer, 2 choses se produisent. D'abord, tu coupes à la racine cette fuite chronique d'énergie qui te laisse épuiser avant même de commencer. Ensuite, tu te libères pour agir avec intention, pour investir tout ce que tu as dans ce qui reste vivant, ta réponse. La différence entre l'anxiété chronique et la sérénité se trouve là, dans cette coupure. Agir avec intention n'est pas faire n'importe quoi par désespoir. Ce n'est pas bouger pour se distraire, ni chercher un soulagement immédiat. C'est te poser la question avec rigueur. Que puis-je faire, ici, maintenant, avec ce que j'ai? Si la réponse est rien, alors ton travail est d'accepter et d'attendre. S'il y a une action minimale possible, prends le contrôle et fais-la sans hésiter. L'action consciente est le seul véritable remède contre l'anxiété paralysante. Ne te laisse pas tromper par le mensonge selon lequel accepter la réalité est perdre du pouvoir. Cette excuse ne te maintient que là où tu as toujours été, attaché à une illusion, incapable de construire quoi que ce soit de solide sur le terrain que tu as vraiment. La force que tu cherches ne se trouve pas dans le désir que les choses changent d'elles-mêmes, mais dans la discipline de voir le monde tel qu'il est et de décider de ton prochain pas sans auto-illusion. Il n'y a pas de grandeur à résister à l'inévitable. La grandeur réside dans l'adaptation, dans le fait de ne pas gaspiller un gramme de volonté dans des batailles perdues. La réalité ne plie pas devant tes plaintes. Que cette phrase t'accompagne. Le monde ne s'adapte pas à tes rêves. C'est à toi d'apprendre à manœuvrer avec les cartes qui te sont distribuées. La psychologie moderne le confirme. Ceux qui acceptent ce qu'ils ne peuvent pas changer et dirigent leur énergie vers ce qu'ils contrôlent réduisent leur anxiété, améliorent leur résilience et retrouvent le respect d'eux-mêmes. Il n'y a pas de magie, il y a une pratique quotidienne. Chaque fois que la vie te frappe avec quelque chose que tu n'as pas choisi, souviens-toi de ceci. Tu peux te perdre dans la plainte ou gagner en force dans l'acceptation. Ne te cache pas derrière des excuses élégantes. Affronte la réalité et agis avec intention. Là, et seulement là, commence la véritable liberté. 7. Élimine l'inutile. Faites bien l'important. Il existe une sorte de surcharge mentale qui n'est pas visible, mais que vous portez avec vous partout. Chaque décision reportée, chaque tâche inutile, chaque engagement que vous acceptez par peur de dire non, s'accumule comme une graisse invisible dans vos pensées. Le résultat est un esprit lent, saturé, incapable de se déplacer avec agilité. Vous avancez dans la journée en sentant que quelque chose vous épuise, mais vous n'arrivez pas à identifier l'origine exacte. La racine se trouve dans l'accumulation du superflu. L'excès de tâches à faire, l'obsession de faire plus et l'incapacité de distinguer le crucial de l'accessoire sont les mécanismes internes qui alimentent l'anxiété et sabotent votre clarté. Il ne s'agit pas seulement d'agenda ou de productivité, mais d'une question existentielle. Plus vous encombrez votre vie de l'inutile, moins vous laissez de place pour l'important, et vous finissez étouffé par votre propre désordre intérieur.
Le piège le plus insidieux est cette voix intérieure qui exige que vous soyez efficace, disponible, que vous répondiez à tout et à tout le monde. Elle vous convainc que plus est toujours mieux, que l'anxiété se combat en faisant plus de choses, en accumulant plus de réussites, en disant oui par inertie. Mais cet élan, loin de vous donner du contrôle, vous fragmente. Chaque tâche sans importance que vous permettez, chaque distraction que vous acceptez, est une micro-fuite d'énergie. Lorsque la journée se termine, le sentiment de vide ne vient pas d'un manque d'action, mais d'une pénurie de direction. Le véritable conflit n'est pas avec le temps, mais avec l'incapacité de prioriser. Il y a une différence brutale entre être occupé et être concentré. Le premier épuise, le second libère. Faites moins, mais faites-le bien. Cette phrase devrait être tatouée dans votre mentalité quotidienne. Le mécanisme anxieux se déclenche lorsque vous essayez de compenser votre insécurité par l'accumulation. C'est comme si vous craigniez que, si vous arrêtez de faire, vous cessez de valoir quelque chose. Mais c'est une illusion. La valeur réelle ne se mesure pas par la quantité de tâches, mais par la qualité de votre présence dans ce qui compte vraiment. Ici apparaît la plus grande contradiction. Vous cherchez le calme, en ajoutant plus de poids à votre sac à dos. Vous ne réalisez pas que la sérénité n'apparaît que lorsque vous réduisez la charge à l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de renoncement vide, mais de sélection impitoyable. Sénèque mettait en garde contre la dispersion. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. L'anxiété est, en partie, le prix que vous payez pour ne pas savoir filtrer, pour reporter l'important tout en vous noyant dans le trivial. Il faut être brutalement honnête pour reconnaître où vous dépensez votre énergie. L'auto-tromperie la plus courante est de déguiser la procrastination en activité utile, comme si remplir la journée de petites occupations vous rapprochait d'un objectif réel. L'esprit anxieux se réfugie dans le petit parce que vous craignez d'affronter le grand. Vous préférez résoudre 1000 affaires urgentes plutôt que de faire face à ce qui transformerait réellement votre vie. Mais la seule issue est de couper, d'éliminer, de tailler sans culpabilité. C'est un acte de maturité émotionnelle. Vous vous montrez que vous pouvez être mal à l'aise face au vide de faire moins, mais que ce vide est un terreau fertile pour le calme. Chaque tâche inutile est un gramme de plus d'anxiété. Répétez cela chaque fois que vous doutez de vous engager dans une autre obligation. La psychologie actuelle soutient ce principe. Le cerveau humain a besoin de clarté et de concentration pour se sentir en sécurité. Lorsque vous le bombardez de multitâches, de tâches à faire et de distractions, vous activez le circuit du stress et de l'inquiétude chronique. Apprendre à dire non, à annuler des engagements inutiles, à protéger votre temps et votre attention, n'est pas de l'égoïsme, c'est une hygiène mentale. Le processus est inconfortable, car il touche des cordes profondes, votre peur de décevoir, votre croyance que vous valez par ce que vous produisez, votre incapacité à tolérer la pause. Mais c'est seulement là que le véritable changement se produit. Éliminez l'inutile, même si cela fait mal. Faites l'important avec tout votre engagement, même si cela fait peur. C'est la coupure qui sépare une vie anxieuse d'une vie avec un but. La sérénité n'est pas passivité, c'est une direction appliquée. Décidez de ce qui mérite votre énergie. Tout le reste, lâchez-le sans culpabilité. 8. Souviens-toi de ta capacité à surmonter les difficultés. Coincé dans une file qui n'avance pas, tu sens la tension dans ton cou et comment tes doigts tambourinent avec impatience sur le téléphone. Chaque minute semble une provocation, une épreuve inutile de résistance. Tu observes le visage des autres, mâchoire serrée, regard perdu. Certains soupirent à voix basse, d'autres serrent les lèvres et plongent dans leur téléphone pour échapper à la réalité. Personne ne sourit. La scène est simple, mais elle condense l'essence de l'inconfort et de l'ennui. Ton esprit commence à parcourir de vieilles défaites, de petites humiliations, ces moments où tu as pensé que tu ne pourrais pas tenir une minute de plus. Pourtant, te voilà survivant à l'inconfort quotidien, malgré l'anxiété, la fatigue et le poids des choses qui ne dépendent pas de toi.
Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, juste le fait brut que même si parfois tu l'oublies, tu as surmonté beaucoup pour arriver jusqu'ici. Arrête de regarder seulement devant toi avec crainte. Regarde en arrière avec honnêteté. Pense au premier jour où tu as affronté une conversation qui te terrifiait, à la nuit qui semblait interminable quand tout a mal tourné, au moment où tu as senti que la peur était trop grande pour être supportée. Souviens-toi de la sensation physique, la poitrine serrée, la sueur dans les paumes, les pensées accélérées cherchant une issue. Maintenant, note le résultat. Cette situation est passée. La vie a continué, et tu as continué à avancer, peut-être avec des marques, mais aussi avec la preuve que ta capacité à résister est réelle et concrète. L'anxiété veut te convaincre que ce qui vient sera insupportable, que cette fois tu vas vraiment craquer, que tu n'as pas ce qu'il faut. Mais cette idée n'est qu'une distorsion du présent, un tour mental qui ignore tout ce que tu as déjà surmonté. Les stoïciens ne romantisaient pas la difficulté, mais ils ne la craignaient pas non plus. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se forçait à se souvenir de ses victoires intérieures, si petites soient-elles. Épictète, supportant l'esclavage et la douleur physique, s'accrochait à la preuve que la souffrance n'était pas une condamnation, mais une opportunité de démontrer sa force. Il ne s'agit pas d'embellir le passé, mais de l'utiliser comme preuve. Si tu as résisté auparavant, tu peux le faire à nouveau maintenant. Le corps et l'esprit accumulent des cicatrices, oui, mais aussi des souvenirs de force. Tu as survécu à tous tes pires jours. Cette phrase est un fait, pas un réconfort vide. La psychologie actuelle le confirme. L'une des techniques les plus puissantes contre l'anxiété est de reconstruire ton propre historique de surmontement. Lorsque la peur s'intensifie, lorsque l'esprit anticipe l'échec, se souvenir de tes réalisations passées, si petites soient-elles, change la chimie interne. Le cerveau a besoin de preuves, pas de promesses. Chaque fois que tu te répètes que tu as surmonté des difficultés auparavant, tu réduis le pouvoir de l'anxiété sur ton présent. Ce n'est pas de l'autosuggestion bon marché, c'est un ancrage réel. Ta biographie est la meilleure preuve contre l'idée que tu es faible ou incapable. Fais de cela un exercice conscient. Lorsque tu sens que l'anxiété te coince, arrête-toi et rappelle-toi en détail une difficulté réelle que tu as traversée. Souviens-toi des gestes, des mots, du décor exact. Rends-le tangible. Ne l'idéalise pas. Observe simplement. Tu étais là, tu as ressenti la peur, et pourtant, tu as avancé. C'est la preuve qui compte. Ne laisse pas l'anxiété effacer ton histoire de résistance. La force ne s'invente pas dans le futur, elle se reconnaît dans le passé. Chaque difficulté surmontée est un investissement qui te soutient aujourd'hui. Ton historique de résistance est ton plus grand atout. Grave cette phrase dans ta mémoire. N'attends pas de te sentir fort pour affronter ce qui vient. Utilise l'épreuve de ta propre vie comme un bouclier. L'anxiété déteste les faits. Elle se nourrit de doutes et d'amnésie sélective. Lorsque te rappeler ta capacité à surmonter les difficultés devient une habitude, l'anxiété perd sa principale arme, l'illusion que tu es fragile. Tu ne l'es pas. Tu l'as déjà prouvé auparavant. Maintenant, il est temps de te le rappeler, avec une clarté brutale, chaque fois que l'inquiétude essaie de te convaincre du contraire. 5. Remets toujours en question tes pensées automatiques. Tes pensées ne sont pas des faits, ce sont des hypothèses. C'est la base que personne ne t'enseigne et qui pourtant définit la qualité de ta vie mentale. L'erreur la plus coûteuse est de confondre la première chose qui apparaît dans ta tête avec la vérité objective. Chaque pensée, en particulier les automatiques, fonctionne comme des filtres qui interprètent la réalité avant que tu puisses l'analyser. Le système est efficace, mais défectueux. Il te fait économiser de l'énergie, mais il peut te mener à des conclusions erronées, des réactions disproportionnées et des cycles d'anxiété qui se perpétuent d'eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Face à une situation d'incertitude, le cerveau déclenche des interprétations instantanées, souvent teintées par de vieilles peurs, des croyances héritées ou des expériences négatives dont tu ne te souviens même plus consciemment.
La conséquence est directe. Tu vis sous la tyrannie d'interprétations non examinées, agissant comme si chaque pensée était un ordre inviolable et non une simple occurrence. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise et anxieux d'être seul avec vous-même? Ne pouvez-vous pas éviter de saisir votre téléphone, d'allumer la télévision ou de mettre de la musique pour vous distraire? Le stoïcisme apparaît comme un pilier de la sagesse en période d'incertitude et de bruit mental excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 enseignements précieux, soigneusement sélectionnés, pour vous aider à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec vous-même. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ces mots sont destinés à réconforter l'âme, à rappeler que la distraction est éphémère et que la force est en vous, attendant d'être activée. Que vous ressentiez la pression de la vie moderne ou la solitude, ces enseignements sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, j'ai un défi à vous lancer. Restez jusqu'à la fin et ne manquez aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Commençons. 1. Cultivez une amitié avec vous-même. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où tout semblait être contre moi et où j'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner. J'étais seul face à mes insécurités et mes doutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de cultiver une amitié avec moi-même. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. J'ai commencé à prendre le temps, chaque jour, de réfléchir et de me taire. Dans ces moments de calme, j'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes peurs, mes désirs et mes forces. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais révélateur. Tout comme une amitié avec une autre personne, l'amitié avec moi-même exigeait de la patience, de la compréhension et de l'acceptation. À cette époque, je lisais beaucoup sur le stoïcisme et je suis tombé sur une citation d'Épictète. Le sage veut toujours être avec lui-même. Ces mots sont devenus mon mantra, me rappelant que la paix et le contentement ne viennent pas de sources extérieures, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Il y avait des jours où la solitude me paraissait écrasante, mais je l'ai acceptée. J'ai pratiqué des exercices de gratitude, en écrivant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela a amélioré ma vision de la vie et m'a aidé à apprécier mes qualités et mes réalisations. Ma confiance en moi a grandi, mes décisions sont devenues plus claires et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. La force et la résilience que j'ai développées m'ont permis de relever les défis avec un esprit et un cœur plus forts. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la meilleure relation que vous puissiez cultiver est celle avec vous-même. 2. L'importance de la solitude. Je n'ai pas toujours compris l'importance de la solitude. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seul et j'ai évité ces moments d'isolement. Cependant, au cours d'une phase difficile de ma vie, j'ai appris la vraie valeur de la solitude. Je me souviens d'une nuit où, malgré le fait d'être entouré de monde, je me suis senti incroyablement seul. J'ai décidé de faire une promenade nocturne, seul avec mes pensées. La ville était calme et pendant que je marchais, je réfléchissais à ma vie et à mes expériences. Dans ce calme, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Étant seul, j'ai pu entendre ma voix intérieure sans distraction. Marc Aurèle a dit « Nulle part, l'homme ne peut trouver une retraite aussi paisible et tranquille que dans l'intimité de son âme. » Ces mots m'ont rappelé que la paix intérieure se trouve en se donnant le temps et l'espace pour la rechercher. J'ai fait de la solitude une pratique régulière. Chaque jour, il consacrait du temps à être seul, à méditer, à lire ou à réfléchir.
J'ai trouvé ces moments revitalisants, me permettant de me ressourcer et de voir le monde avec une perspective renouvelée. J'ai appris à apprécier ma propre entreprise en faisant des activités qui me plaisaient et en me connectant plus profondément avec moi-même. La solitude m'a appris à être autonome et à trouver de la force en moi-même, sans avoir besoin de la validation constante des autres. Aujourd'hui, j'apprécie profondément ces moments de solitude qui m'ont permis de grandir, de guérir et de découvrir des parties de moi-même qui autrement seraient restées cachées. Troisièmement, vivre selon le présent. Vivre dans le présent était une leçon difficile à apprendre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour l'avenir et de regretter le passé jusqu'à ce qu'un moment, ma perspective change. Un après-midi, en regardant des enfants jouer dans le parc, j'ai réalisé qu'ils profitaient du moment sans souci. J'ai compris que je pouvais aussi vivre dans le présent, mais je l'avais oublié. J'ai commencé à étudier le stoïcisme et je suis tombé sur une citation de Sénèque. « À mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. » J'ai réfléchi au nombre de fois où j'avais arrêté de profiter du présent à cause de pensées sur le futur ou le passé. J'ai décidé de faire un changement conscient et de pratiquer la pleine conscience ou proche. Je me suis consacré à être vraiment présent dans chaque activité quotidienne. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. J'ai utilisé la technique de respiration consciente, en inspirant profondément et en expirant lentement pour me débarrasser de mes inquiétudes. Cette pratique m'a aidé à m'ancrer dans le présent. J'ai remarqué des changements significatifs, moins de stress et plus de joie dans les petites choses. Après réflexion, j'ai réalisé que de nombreuses inquiétudes n'étaient pas fondées. L'avenir est incertain et le passé ne peut être changé, mais le présent est tout ce que nous avons. En vivant dans le présent, j'ai trouvé la paix intérieure. Chaque instant est un cadeau. Vivre pleinement le présent est la clé d'une vie heureuse et satisfaisante. Quatrième, contrôle des émotions. Contrôler les émotions est une compétence que j'ai toujours admirée chez les autres, mais que j'ai trouvée difficile à maîtriser. J'avais l'habitude de réagir de manière impulsive aux situations stressantes. Un tournant m'a amené à reprendre le contrôle de mes émotions et à améliorer ma vie. Je me souviens d'un jour au travail où tout allait mal. Un projet échouait, mon patron était bouleversé et la pression montait. J'ai explosé et j'ai laissé la frustration prendre le dessus sur moi. J'avais honte et je savais que je devais mieux gérer mes émotions. J'ai commencé à approfondir la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète m'a interpellé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. J'ai compris que mes réactions émotionnelles étaient causées par la façon dont j'interprétais les événements. J'ai décidé de changer. J'ai pratiqué l'introspection, analysant mes réactions émotionnelles et comprenant que beaucoup étaient des réponses à des pensées irrationnelles ou à des peurs infondées. En prenant conscience de ces schémas, j'ai pu remettre en question et changer ma façon de penser. De plus, j'ai intégré la méditation quotidienne. Passer quelques minutes chaque jour à méditer, à calmer mon esprit et développer une plus grande conscience de mes pensées et de mes émotions. Cette pratique m'a permis d'observer mes émotions sans les juger ni réagir de manière impulsive. J'ai appris à respirer profondément et à réagir de manière plus contrôlée et rationnelle. Au fil du temps, j'ai remarqué une grande différence. Mes relations personnelles se sont améliorées et au travail, j'ai gagné le respect de mes collègues pour rester calme sous pression. Contrôler ses émotions demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. J'ai appris que contrôler mes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer sainement. Si vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle, rappelez-vous que vous pouvez changer cela. Grâce à l'introspection, à la méditation et à une pratique constante, vous pouvez développer la capacité de rester calme et clair dans n'importe quelle situation. 5. Pratiquer la résilience émotionnelle. Pratiquer la résilience émotionnelle est une compétence que j'ai acquise pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a eu une période où j'avais l'impression que tout était contre moi.
J'ai perdu mon travail, une relation importante a pris fin, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Un soir, après une dure journée, j'ai décidé de lire un livre sur le stoïcisme. Une citation de Marc Aurèle m'a profondément marqué. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces mots m'ont fait réfléchir sur la façon dont j'ai laissé mes pensées négatives dominer ma vie. J'ai décidé de prendre le contrôle et de commencer à pratiquer la résilience émotionnelle. Changer mon état d'esprit a été l'une des premières étapes. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, je les voyais comme des opportunités de croissance. J'ai mis en place une routine quotidienne avec de la méditation et un journal de gratitude. Cela m'a aidé à commencer la journée avec une attitude positive. J'ai également inclus l'exercice physique, découvrant que rester actif était bénéfique pour ma santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, j'utilisais la visualisation négative, imaginant les pires scénarios possibles, ceux qui me préparaient mentalement et me faisaient voir que de nombreuses inquiétudes étaient exagérées. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et me concentrer sur ce que je pouvais contrôler m'a libéré émotionnellement. Au fil du temps, ma capacité à gérer le stress s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, je me sens plus fort et capable d'affronter n'importe quel obstacle. Si vous vous sentez vaincu par les circonstances, n'oubliez pas que vous pouvez changer de point de vue et développer une résilience émotionnelle. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif.
La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 7. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui a transformé ma façon de voir le monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais dans une situation où tout semblait hors de contrôle. À l'aéroport, entouré de voyageurs frustrés, j'ai décidé que je ne voulais pas être victime des circonstances. Je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète l'a expliqué clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon de relever les défis. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur moi, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. J'ai porté mon attention sur la façon dont j'ai réagi à la situation. J'ai pris un livre et me suis plongé dans la lecture, transformant une expérience négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce petit changement de perspective m'a permis de me sentir plus calme et plus en contrôle. Depuis, j'ai appliqué la dichotomie du contrôle dans différents aspects de ma vie. J'ai fait une liste mentale des choses qui étaient sous mon contrôle et de celles qui ne l'étaient pas. J'ai réalisé que m'inquiéter de ce que je ne pouvais pas changer ne faisait que me causer un stress inutile. Diriger mon énergie vers ce que je pouvais influencer m'a procuré un sentiment de puissance et de sérénité. Cela a amélioré ma productivité au travail et la qualité de mes relations personnelles. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, j'ai pu construire des relations plus saines et plus harmonieuses. La dichotomie du contrôle m'a également aidé à gérer le stress et l'anxiété, me rappelant que je peux toujours contrôler ma réponse aux situations. Cette pratique m'a permis de relever des défis avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. 8. Le pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie. Il fut un temps où je me concentrais sur ce qui me manquait, au lieu d'apprécier ce que j'avais. Cet état d'esprit négatif a affecté mon bien-être et mon bonheur. Un jour, en lisant les méditations de Marc Aurèle, je suis tombé sur une phrase qui a changé ma perspective. Prenez garde à ne pas être ingrat pour ce que vous avez en cherchant ce qui vous manque. Ces mots m'ont fait réfléchir à tout ce que je tenais pour acquis dans ma vie. J'ai décidé de faire un changement. J'ai commencé un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était des choses simples, une conversation avec un ami, une journée ensoleillée, un délicieux repas. Cependant, j'ai vite réalisé qu'il y avait bien plus de raisons d'être reconnaissant que ce que j'avais imaginé. Cette pratique quotidienne a transformé ma perspective. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions de chaque jour et à me sentir plus content et satisfait. La gratitude a non seulement amélioré mon humeur, mais elle m'a également aidé à construire des relations plus solides et plus significatives. En exprimant ma gratitude aux autres, j'ai vu nos liens s'approfondir. Au lieu de me concentrer sur ceux qui n'allaient pas, j'ai commencé à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne signifiait pas ignorer les problèmes, mais reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance que chaque difficulté apportait. Aujourd'hui, la gratitude fait partie intégrante de ma vie. Cela m'a appris à apprécier le présent et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Si jamais vous vous sentez coincé dans la négativité, je vous encourage à essayer la gratitude. Cela peut sembler un petit changement, mais son impact sur votre vie sera énorme. En pratiquant la gratitude, vous découvrirez une nouvelle source de bonheur et de bien-être qui transformera votre perspective et votre vie. 9. L'importance du silence. L'importance du silence est quelque chose que je n'ai pas toujours apprécié. Dans une société de bruit constant, j'ai rempli chaque instant de distraction.
Ce n'est que lors d'une période de surcharge sensorielle que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence. Je me souviens d'un après-midi mouvementé où je me sentais épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai décidé de me promener dans le parc sans écouteurs, juste avec le son naturel de l'environnement. Sans le bruit constant, mes pensées ont commencé à circuler et j'ai entendu ma voix intérieure plus clairement. Une citation de Zénon de Citium m'a interpellé. Le silence est un espace où l'esprit peut se retrouver. J'ai réalisé que j'avais évité le silence par peur d'affronter mes propres pensées et émotions. J'ai commencé à intégrer des moments de silence dans ma routine quotidienne, que ce soit par la méditation, en m'asseyant tranquillement pendant quelques minutes chaque matin, ou simplement en éteignant tous les appareils. Ces moments sont devenus de précieuses occasions de réfléchir et de se ressourcer. Le silence a également amélioré mes capacités d'écoute, me permettant d'accorder toute mon attention aux conversations et d'améliorer mes relations personnelles et professionnelles. De plus, cela m'a permis d'être plus conscient de mes pensées et de mes émotions, ce qui m'a permis d'acquérir une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. Un enseignement d'Épictète que j'applique est le suivant. Tais-toi souvent, mais lorsque tu parles, fais-le pour dire quelque chose de précieux. Aujourd'hui, j'apprécie profondément le pouvoir du silence. Cela m'a appris à trouver la paix au milieu du chaos et à me connecter avec mon être intérieur. Si vous vous sentez submergé par le bruit constant du monde, recherchez le silence, vous trouverez la sagesse et la tranquillité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.